C'est bon. En fait, faut que je fasse des contorsions. Attention, on y va. Tac. Rien touché? Rien touché. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau plateau du live Place to Be, avec cette fois-ci un thème sur le local, la révolution qui vient du coin de la rue. Le thème précis, c'est la transition au coin de la rue, avec 4 acteurs qui travaillent ici à Nantes, mais dont les idées peuvent probablement en inspirer d'autres sur bien des territoires, que je vais vous présenter tout de suite. À ma gauche, Pierre-Marie Bozek-Claverie présente le projet Matière sociale. Puis Amélie Alliou avec la Nisannerie. À la gauche d'Amélie, Yann Lescoire porte le projet Culture d'entreprise. Et enfin, Colline Billon, tout au bout, la tricyclerie. Alors, Colline, on va commencer avec toi. La tricyclerie, c'est un projet qui a démarré ici à Nantes il y a 1 an et demi à peu près, début 2015. Oui. À ton retour du Pérou, déjà bonjour. Bonjour. Ton retour du Pérou, tu vivais et tu as été frappé par la question des déchets. Oui, voilà, donc j'ai vécu 2 ans là-bas, notamment jusqu'à la fin de la COP 20, qui était à Lima. Et effectivement, j'étais donc dans la ville de Lima où la question des déchets est quelque chose assez important sur l'ensemble des déchets, je dirais. Quand j'étais revenue en France, du coup, mon engagement était vraiment de continuer là-dessus. Et notamment à Nantes, j'ai très vite vu une problématique, celle des biodéchets, donc tout ce qui est déchets organiques, les épluchures. Et en tant que citoyenne même, j'avais dans l'optique de pouvoir composter. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas si facile que ça en tant que particulier. Donc voilà, c'est parti d'un constat. Sauf à disposer d'un jardin en ville, ce qui n'est pas donné à tous. Voilà, ou d'avoir un composteur partagé, ce qui existe déjà sur beaucoup de quartiers, mais pas tous. Donc moi, en étant plutôt une avertie du vélo, j'ai emmené ça chez mes parents régulièrement qui habitent en ville à côté. Et donc l'idée est partie de là, d'allier le vélo et la possibilité de composter. Donc au début, je voulais le faire avec les particuliers, mais c'est une logistique trop compliquée. Donc sur un quartier, on s'est plutôt orienté vers les restaurants. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de collecter auprès des restaurants et des bureaux sur un quartier et de favoriser le compostage local. Alors comment tu as fait? Tu allais frapper à la porte des restaurateurs en leur proposant tes services? Pas directement. Je me suis d'abord vraiment, je dirais, j'ai pris connaissance de ce qui se passait sur le territoire et notamment déjà d'associations aussi autour qui étaient engagées sur ce sujet-là. Donc j'ai notamment rencontré une personne de la Nisannerie, qui est une association sur l'île de Nantes. Voilà, dont on va reparler. Voilà. Et donc avec Loïc de la Nisannerie, lui m'avait fait savoir qu'ils avaient déjà eu cette idée l'année précédente donc ils avaient déjà été voir plusieurs restaurants. Donc on est parti de là. On est retourné voir ces restaurants qui avaient tous envie effectivement de trouver une solution pour ces épluchures qui représentent quand même la moitié largement de leur poubelle quotidienne. Et après, je me suis rapprochée d'un autre collectif qui est à vélo, qui fait des activités professionnelles à vélo, c'est les boîtes à vélo, donc qui m'ont proposé d'un prêt de triporteur. Et donc à partir de ça, on a maillé notre petit réseau, on a commencé l'expérimentation en novembre dernier. Et on est en lien aussi avec une entreprise Compost In Situ qui nous a mis en place le système de compostage. Oui, parce qu'il faut de l'espace, et cet espace, il n'est pas forcément facile à trouver. Voilà. Ça, c'est le problème principal d'espace disponible. D'accord. Mais d'accès à ces espaces-là. Cette organisation, c'est quoi? C'est une association, une entreprise, Compost In Situ? Compost In Situ, c'est une entreprise. Oui. Et ils ont le volet associatif qui s'appelle Composterie, mais là, c'est pour du compostage de quartier pour les habitants. D'accord. Compost In Situ, c'est plus auprès des entreprises. Et qu'est-ce qu'ils font de ce compost? Ensuite, il est revendu à des agriculteurs? Alors, il n'est pas revendu. Donc, nous, on fait du pré-compostage dans un espace du quartier. Et eux, ils l'emmènent ensuite chez un agriculteur qui est à Carquefou, à côté. Et l'agriculteur, en échange de prêter son terrain, peut utiliser ce compost, en fait. D'accord. Et il prête son terrain pour faire quoi? Pour faire des andins de compostage. Ah oui, il laisse, d'accord. Il y a une partie du terrain qui est utilisée pour qui est faire dédiée au compostage. Voilà. D'accord, ok. Donc là, on voit bien toute la chaîne. Alors, je reviens aux restaurateurs. Comment s'est fait l'accueil? Et puis, est-ce que dans leur quotidien, ils sont fidèles dans cet acte
Ouais. compostage? Alors, avec ces premiers restaurants, donc au début, ils étaient 10. Et l'accueil a été vraiment très, très bon. C'est-à-dire qu'il y avait une attente de leur part et vraiment une volonté d'agir. Mais faute de pouvoir le faire, voilà, ils ne triaient pas les biodéchets. Après, c'est vrai qu'avec beaucoup, beaucoup d'autres restaurants qu'on est allé voir par la suite, c'est pas vraiment le même accueil. C'est parce que pour certains, ça peut être un manque d'espace pour les poubelles, un manque de temps. Enfin, c'est vraiment les deux arguments les plus difficiles À dépasser? voilà, à dépasser. Mais par contre, à l'inverse, le message se passe de lui-même, c'est-à-dire que les restaurants parlent entre eux. Les réseaux sociaux sont assez forts là-dessus pour nous faire en sorte qu'on ait de nouvelles structures qui nous contactent. Aujourd'hui même, il y a 2 nouveaux restaurants qui sont dans la rue derrière qui viennent de nous écrire pour trouver une solution avec eux. Donc voilà. Mais toujours derrière, avant même de commencer, c'est de trouver une solution pour les débouchés derrière, c'est-à-dire l'espace pour composter. D'accord. Mais là, l'espace, En a priori, ville, vous l'avez maintenant. Oui, mais il est trop petit par rapport au volume Enfin, il va très vite être assez petit par rapport au volume qu'on collecte. D'où, fin août, on a construit un partenariat avec 2 autres associations, dont la Nisannerie, et beaucoup de bénévoles à un autre composteur sur l'île de Nantes. D'accord. Qui sera aussi à disposition du quartier. Et là, au terme de ces premières étapes, je ne sais pas comment les appeler, de prototypage, d'essai, est-ce que tu sens que le projet peut décoller désormais, prendre une ampleur plus significative aussi, rallier plus de restaurateurs? Est-ce que c'est techniquement possible déjà? Honnêtement, je l'espère parce qu'il y a vraiment, vraiment une demande. Après, ça ira. Enfin, on avance vraiment en marchant. C'est-à-dire que pour éviter de se planter en disant oui à tous les restaurateurs, si derrière on n'a pas la solution technique tout de suite, il y a un peu le risque de mal faire les choses avec eux et puis que ce soit finalement trop compliqué aussi pour eux. Donc on y va petit à petit et aussi en développant d'autres partenariats, tant en termes logistiques que financiers, pour pouvoir faire que ça devienne pérenne et que ce ne soit pas d'ici 2 ans quelque chose qui soit resté à l'échelle d'expérimentation. Et puis finalement, là par exemple pendant 3 mois on a arrêté les collectes pendant l'été. Et les restaurants nous demandaient quand est-ce qu'on reprend. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin, il y a une attente, mais il ne faut pas aller faire les choses trop rapidement non plus. Oui, d'accord. Il y a un premier emploi donc, qui est fixé là, oui. Qui est en cours de création, c'est ça? Non, depuis hier. Depuis hier, félicitations. Donc c'est quelqu'un qui va s'occuper, c'est toi peut-être? Oui, du coup c'est moi qui suis sur le côté coordination et puis aussi une partie des collectes. D'accord. Une cet après-midi. C'est-à-dire que toi tu prends le tricycle et puis là j'y vais à 2 tu y vas gaiement. Et ça c'est quelque chose que tu vas devoir partager? Oui, forcément. Du coup oui, pour le moment je le partage énormément et c'est réussir à déléguer ça. Parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Donc pour l'instant, en fait, c'est, je dirais, hybride entre moi qui vais être salarié sur la coordination et sur les collectes aussi. Et puis, on a beaucoup de bénévoles qui viennent collecter, vu qu'on le fait 2 ou 3 fois par semaine. On a un planning qui permet de tourner entre Il y a combien de bénévoles? On est entre 8 et 10 à peu près. Qui se relayent? Ouais. Et alors qu'est-ce qui les motive? Je pense que c'est... Alors il y a la question du vélo, qui est assez ludique, je dirais. Les retours, c'est ça, c'est le fait de le faire à vélo, d'être beaucoup en échange avec le quartier, avec les restaurateurs. C'est des restaurateurs qui sont quand même engagés, qui ont envie de partager cet engagement. Et après aussi, on essaye de commencer à être présent sur des animations, autre que la collecte pure de quartier toutes les semaines. Et du coup, il y a aussi cet engagement-là qui est intéressant, et puis bon, il y a une dynamique collective qui se met en place qui est plutôt positive. Alors, on va parler d'un sujet voisin, puisqu'on on va retourner au potager en fait, mais avec Yann Lescoire qui donc porte le projet Culture d'entreprise. Et donc la particularité de ce potager, c'est, comme son nom l'indique, de se situer sur les espaces verts d'entreprise. Tout à fait. Alors, vous êtes jardinier tu es jardinier de formation? Non, pas vraiment. En fait, je suis jardinier qui s'est formé de façon un peu empirique en pratiquant en fait.
Donc amateur. Amateur, je ne vais pas dire éclairé, mais amateur très intéressé, c'est-à-dire que j'ai appris par moi-même, j'ai essayé de peaufiner un peu mes compétences par la littérature, via le web, etc., avec des échanges aussi beaucoup. En revanche, c'est pas vraiment un frein, je me vends pas comme un ingénieur agronome ou un maraîcher, dans la mesure où les publics auxquels j'ai affaire sont plutôt néophytes, et que je risquerais de les perdre en route en étant presque trop compétent. C'est-à-dire qu'il faut quand même conserver une dynamique. Faut que ça reste un hobby, il faut que ça reste qu'il y ait une composante fun à cette activité. Oui, ça ne peut pas être de l'expertise. Non, Oui. effectivement, puisqu'on n'est pas effectivement dans une optique de productivité non plus, on est dans une optique d'échange et de réappropriation de la terre, de reconnexion aux saisons et à la terre, encore une fois. Alors on peut peut-être revenir à la manière dont le projet a germé dans ta tête et puis dans germé tout court, physiquement. Parce que je trouve ça intéressant sur la manière dont les initiatives poussent d'en bas, justement. Oui, effectivement. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que logisticien dans différentes entreprises en France et à l'étranger. Et puis dans ces différents jobs, il y avait systématiquement en fait des espaces verts qui étaient souvent mal valorisés en fait au sein des entreprises. Donc par le biais d'une pelouse stérile, gourmande en eau, de massifs de fleurs un peu à l'abandon. Ça c'est un premier constat. Et puis un autre constat, c'est de voir aussi un peu ce désœuvrement, si vous voulez, de la pause déjeuner, où c'est quasiment un temps mort en fait au sein de la journée d'un salarié lambda, où on va aller déjeuner avec ses collègues et parler soit de ce qui se trame au sein de l'entreprise, de ragots, etc. Donc c'était aussi l'envie de faire autre chose, de faire quelque chose qui a du sens au sein de l'entreprise, pas seulement dans le cadre du job pour lequel on a été embauché. Donc de ce double constat-là, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. J'avais d'ores et déjà amorcé une reconversion dans le paysagisme, si possible comestible. Et puis l'idée a petit à petit effectivement germé. J'en ai parlé un petit peu autour de moi. J'ai vu que l'accueil était quand même assez positif, voire très positif. En quittant mon ancien employeur, parce que voyant le temps passer, je me suis dit qu'il était temps de mener à bout ce projet. Et en partant de chez cet employeur, je lui ai soumis l'idée qui a, là encore une fois, par la direction, été bien accueillie. Et donc du coup, cet employeur qui m'a permis de me mettre un petit peu le pied à l'étrier en m'offrant la possibilité de créer un jardin et de l'animer au sein de cette entreprise. Et ça a marché. Et ça a fonctionné, puisqu'en fait, on a eu... alors, c'est vrai que la direction pouvait se poser des questions sur l'engouement initialement en fait, des salariés. Est-ce que ça va vraiment intéresser les salariés de venir jardiner entre midi et deux ? C'est quelque chose qui est nouveau, presque audacieux de la part d'une direction à mettre en place. Donc, pour se rassurer, la direction a lancé un sondage participatif. Si nous créions un jardin potager, seriez-vous intéressé de venir y mettre la main à la pâte ? Et effectivement, sur un effectif de 300-350 personnes, je crois qu'on a eu en une demi-heure pas loin de 75 avis positifs sur cette participation au jardin. Alors c'est à relativiser évidemment, puisque sur les 75 personnes intéressées, tous ne sont pas venus jardiner dans la continuité de cette création de jardin. En revanche, on avait quand même, 30 à 40 personnes qui sont venues sur un roulement, travailler, certains ayant des périodes où ils ont plus de boulot que d'autres, auquel cas c'est compliqué de trouver du temps pour ce créneau. D'autres qui sont venus par curiosité et qui se sont retrouvés littéralement accros au jardinage, au point de vouloir absolument trouver des jardins partagés, collectifs, pour pouvoir ensuite prolonger l'expérience chez eux. Donc effectivement, moi j'ai vu ça d'un très bon œil. L'expérience a été réitérée au sein d'autres entreprises et c'est effectivement à peu près le même ratio qui prévaut sur l'engouement des salariés au sein de l'entreprise. Donc là, ça fait, il y a désormais 3 entreprises où tu passes régulièrement, c'est ça ? Effectivement, ouais, c'est la deuxième année, la deuxième saison potagère, puisqu'en fait c'est une prestation que je propose moi de mars à octobre. Parce qu'en fait, on est quand même dans un milieu de salariat, donc les gens n'ont pas forcément envie de venir entre octobre et mars, quand il fait froid et qu'il pleut. Je ne critique pas la météo nantaise, mais bon, elle est ce qu'elle est. Donc du coup, de proposer de venir jardiner sur des légumes un peu moins glamour, dans des conditions un petit peu plus hostiles,
ce serait peut-être un peu moins pertinent et ça risquerait au contraire de faire retomber un petit peu le dynamisme qui a vu le jour pendant la saison potagère, donc de mars à octobre. D'accord, donc cultiver le potimarron, c'est pas possible. Si, parce que ça se passe en saison ça se passe et avant. qu'on va le récolter quasiment à la fête de l'automne et qu'on va pouvoir Donc, vendre in extremis. des dizaines de kilos de courges diverses et les stocker dans nos congélateurs pour faire des soupes tout l'hiver. D'accord. Alors, d'ailleurs, la question de la production, c'est pas ça tellement l'enjeu. Enfin, c'est pas l'enjeu numéro un. Non, effectivement, parce que on se veut pas une entreprise maraîchère. En fait, chacun son job. Moi, c'est plus de la sensibilisation, de ce que je disais tout à l'heure, le fait d'aider les gens à se réapproprier la terre, de se reconnecter aux saisons, pour pouvoir ensuite, dans un monde idéal, le refaire chez eux, et puis de réapprendre aussi ce qu'est un circuit court, de réapprendre quels sont les légumes de saison. Effectivement, une fois qu'on a fait pousser des tomates au jardin, on s'aperçoit bien que on se demande, ça nous aide à nous poser les bonnes questions. D'où viennent ces tomates en mai, en juin, qu'on nous vend comme étant des tomates de pleine terre? Là, on commence à se poser la question de se dire, ben non, j'ai vu au jardin que là, il y avait encore à peine des fleurs dans le pied de tomate et qu'on est encore loin du fruit formé et encore plus loin du fruit rouge, quoi. Donc effectivement, il y a aussi cette dimension-là. Et pour en revenir effectivement aux considérations de production, l'enjeu, c'est plus de montrer la diversité de cultures qu'on peut avoir dans un jardin et donc du coup l'étalement des cultures, la rotation des cultures, de mettre l'accent sur des plantes compagnes et des associations au jardin. Mais effectivement, on ne perd pas de vue non plus l'aspect productif puisque la récompense du jardin, ça va être de manger les légumes qu'on a fait pousser soi-même. D'accord. Alors, le projet, il tourne dans quelques entreprises. Il peut aussi tourner dans d'autres types d'établissements. Effectivement, le but, c'est de diversifier un peu les cibles, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, pour toucher d'autres publics. Donc ça peut être effectivement les personnes âgées dans les EHPAD ou les maisons de retraite. Ça peut être les citoyens habitants sur de la promotion immobilière ou des syndics de copropriété, par exemple. Ce qui permet aussi de s'affranchir un petit peu de l'aspect pause déjeuner de la cible entreprise, en fait. D'accord. Et donc ça veut dire que s'il y a une copropriété ou une collectivité d'habitants qui dispose d'un jardin mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre... Tout à fait. Voilà, c'est effectivement, et c'est une considération qui est de plus en plus prégnante parmi la promotion immobilière, du moins sur la région nantaise, par les syndics de copropriété également, qui s'approprient ce genre de problématique, effectivement. Je le vois au sein des associations auxquelles je participe aussi au niveau local. Elles sont nombreuses à être démarchées par des syndics de copropriété et de la promotion immobilière pour comment mettre en place ce genre de jardin. D'accord. Parce que la nécessité, en fait, c'est qu'on peut très bien avoir un groupe d'habitants ou un groupe d'employés au sein de l'entreprise qui souhaitent porter ce projet, mais c'est vrai que quand on a son job de 9h à 18h, plus ses obligations familiales, d'entretenir la dynamique, de fournir tout ce qui est la logistique aussi, mine de rien, à la gestion d'un jardin. Donc ça va être l'approvisionnement en graines, en plants, en support de culture. Il va falloir prendre en charge l'arrosage, une aide à la communication aussi pour faire vivre le projet en interne. Ça devient compliqué de gérer tout ça à la fois, d'où l'intérêt d'avoir un prestataire extérieur, que ce soit une entreprise ou une association. Est-ce qu'on peut imaginer, alors là je suis peut-être un peu trop dans la science-fiction, mais que de telles actions contribuent à une certaine autonomie alimentaire des villes, où on valorise même les espaces, donc des entreprises, des espaces publics, comme ça c'est un peu à la marge, mais... Ça fait partie des questions qui se posent avec l'ouverture du grand débat sur la transition énergétique au sein de Nantes Métropole. Moi je pars du principe que toute initiative est bonne à prendre. Ça permet aux gens de se dire qu'un raccourcissement des circuits de distribution est possible. On met souvent en compétition presque l'agriculture urbaine avec l'agriculture périurbaine, voire rurale, alors qu'il y a énormément de synergies à trouver sur ces différents modes de culture. Avec peut-être travailler plus sur des légumes à forte valeur ajoutée qui supportent moins bien les transports, comme les légumes feuilles, où là, du coup, on pourrait très bien imaginer que les villes soient productrices de salades et qu'en campagne, on soit producteur de pommes de terre, de céréales, etc. Des choses qu'on ne pourra jamais faire en ville compte tenu des importances de superficie que ça nécessite. D'accord.
Ok. Alors, je ne sais pas si on va rester au jardin mais je crois que oui, par certains aspects. Amélie Aliou, le projet de la Nizannerie, qui est un projet de quartier que tu vas nous expliquer, il y a des jardins partagés ou des jardins... Il y a du jardinage d'une façon générale? Oui, il y a du jardinage, oui. Il y a du jardinage. Alors, qu'est-ce que c'est la Nizannerie? Ça vient d'où? La Nizannerie, ça vient... donc c'est un projet qui a été monté en 2013, qui vient du collectif FIL, qui est une association d'architectes et urbanistes nantaise, qui est née en même temps que ce projet-là. D'un constat sur les espaces publics de la ville de Nantes, et principalement de l'île de Nantes, qui nous apparaissait comme manquant un petit peu de quelque chose, d'âme, finalement de gens qui restent dans l'espace public. On trouvait que les espaces publics nantais sont des espèces de flux où on passe, où c'est très bien fait en termes de circulation, mais par contre pour rester quelque part, c'est plutôt compliqué. Et habitant le quartier des Ponts sur l'île de Nantes, on a découvert qu'une nouvelle rue allait être construite, la rue Paul Nizan, qui était avant un parking délaissé, enfin un délaissé pris en parking sauvage. Et donc on s'est dit que c'était le moment de saisir la transformation de la ville pour venir accompagner la naissance de cet espace public, pour y proposer d'y rester et de se rencontrer et de faire du projet ensemble au sein du quartier, et non pas dans des espaces fermés mais dans des espaces ouverts, et de reposer la question de l'espace public et de ce qu'il peut apporter à la ville. D'accord, donc là on est dans le micro-local, le terrain de jeu c'est nos rues. Voilà, le micro-local au service du macro, en fait, pour venir finalement accompagner le grand projet de l'île de Nantes, mais à l'échelle de l'habitant et non pas à l'échelle de la vue d'oiseau et du territoire global. Donc de se dire, il y a des gens qui travaillent très bien sur les questions de grandes échelles, et par contre la question de la petite échelle, elle peine à exister dans le milieu de l'urbanisme et de l'architecture, et donc on va nous faire une proposition à cet endroit-là précis, parce qu'on sent que là il peut se passer quelque chose de très intéressant. Donc on va saisir l'opportunité. Alors, cette proposition, initialement, elle prend une forme très particulière. Enfin, il y a un objet, un projet, où c'est très généraliste. Enfin, généraliste dans le local, mais est-ce qu'il y a un premier projet qui émerge? Oui, il y a un premier projet. Justement, on s'est dit comment on commence. Comment on fait pour que les gens s'intéressent à cette rue qui est en chantier? Donc, plutôt négative, on va dire. Le chantier, c'est pas vu comme quelque chose de très agréable. Donc, comment on amène les gens à regarder ce chantier? Et donc, le premier pas, ça a été la construction d'un repère finalement visuel sous forme d'un kiosque. Un kiosque en bois posé au bout de la rue, au milieu du chantier, au milieu des barrières ERAS, pour interroger un peu les habitants sur... leur montrer à voir un truc qu'ils n'ont pas envie de regarder habituellement, et de ramener du positif dans le temps du chantier. Donc de l'échange, de la convivialité, Et c'est un kiosque qu'on a construit avec les habitants. On l'a conçu pour qu'il soit montable par n'importe qui. Et on a invité les habitants à venir nous donner un coup de main. Donc ça a pris pas mal de temps de les apprivoiser, parce que la première semaine, on travaillait tout seul. Et puis la deuxième semaine, il y a eu 5-6 personnes. Et puis la troisième, une dizaine. Et puis voilà. Et petit à petit, on a construit notre kiosque. Qui a été financé d'ailleurs par une campagne de crowdfunding, ou c'est venu plus tard? Cofinancé. Non, il a été cofinancé, c'est-à-dire qu'on a eu une subvention de la ville de Nantes, parce qu'on s'est inscrit dans Green Capital, donc qui était un appel à projet citoyen de développement durable dans le cadre de 2013 Nantes Ville Verte, et un crowdfunding pour compléter, parce que la subvention de Nantes Métropole était insuffisante pour couvrir tout le budget. Oui. Alors ce kiosque qui naît, puis alors qu'est-ce qui se passe et c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est dites-nous ce qu'on fait demain. Parce que en tant que porteur de projet au début, l'idée c'était de donner un support de rencontre, mais on n'avait pas défini la suite exprès. On voulait permettre aux gens pour nous, l'appropriation passait par le fait de laisser énormément de liberté et de construire le cadre avec les bénéficiaires à terme. Et donc, on a construit le kiosque avec les habitants. Ça a été l'occasion d'énormément échanger sur nous, ce qu'on avait envie de défendre dans ce projet, mais en leur laissant la possibilité de nous dire, eux, ce qu'ils souhaitaient faire. Et donc, une
fois le kiosque, il n'est pas terminé en fait, le kiosque il sera jamais terminé. Il changera, il évoluera tout le temps, mais à la fin de cette première phase, on est passé dans un moment où on a fait des réunions dans notre kiosque avec les gens intéressés pour définir ce qui allait se passer derrière. Et assez rapidement, plein d'idées ont fusé, le composteur collectif, le jardin, faire du mobilier, s'abriter du soleil, s'abriter de la route et du bus, inviter des gens des autres quartiers, parce que très rapidement, il y a eu l'envie d'aller de l'autre côté du tram, d'aller de l'autre côté de la place de la République, de diffuser un peu plus largement. Et les habitants, on a accompagné l'organisation finalement de micro-groupes d'habitants sur différents thèmes pour continuer le projet. D'accord. Alors là, aujourd'hui, c'en est où ? Aujourd'hui, donc le collectif FIL a disparu de l'organisation globale du projet, parce que notre objectif c'était de le transmettre complètement aux habitants, mais ça a pris pas mal de temps, ça a pris 3 ans, pour que les habitants se sentent capables de porter le projet eux-mêmes. Et nous, on n'a pas voulu brusquer, on n'a pas voulu... voilà, à la base, on s'était dit, ce serait bien qu'au bout d'1 an, nous, on puisse aller faire la même chose dans d'autres lieux, etc. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas le faire. Donc, on est resté et on a accompagné les habitants jusqu'à cette assemblée générale de mars dernier où ils nous ont dit, ça y est, c'est bon, on a compris, on a les outils, on a la force et l'envie. Donc, vous pouvez partir si vous voulez. Après, si vous voulez rester, on serait content que vous restiez avec nous, mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Et donc, on est parti du conseil d'administration, mais on est resté en tant qu'habitant et en tant que... voilà, on propose régulièrement nos envies à nous aussi, mais on a complètement changé de rapport. On n'est plus dans la décision, on est dans la proposition, et c'est les habitants qui décident et qui acceptent nos propositions ou pas. Et alors, pour donner quelques exemples, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le quartier en termes de réalisation de projets ? Alors, énormément de choses. Donc, il y a des jardins partagés qui ont été mis en place depuis plus d'1 an maintenant, qui sont des jardins ouverts à tous. Ça, c'est aussi une des valeurs de la Nizannerie, c'est tout le monde est le bienvenu et tout le temps. Et on travaille énormément là-dessus pour que ce projet ne se referme pas sur lui-même, ce qui est le danger de beaucoup de projets dits coopératifs, collaboratifs, qui finalement après créent de l'entre-soi. Donc nous, vraiment, l'envie, c'est que ça ne puisse pas arriver comme ça. Il y a un projet d'éolienne en bois pour pouvoir subvenir à nos besoins en électricité, parce qu'on est raccordé à aucun réseau. Un projet aussi de récupération des eaux de pluie pour notre jardin, parce que pour l'instant, on va à la borne incendie avec un système un peu pas très pratique, quoi, avec notre grande cuve sur un... Enfin voilà, c'est pas très pratique. Et dernièrement... Et on a aussi fait des ateliers de bricolage participatif qui ont permis de créer une partie de la scénographie de Climate Change. Voilà, on essaye de ramener à chaque projet, partager les projets et offrir à la Nizannerie le maximum comment dire, j'ai perdu mon mot, de possibilités de faire, mais on est sur des budgets qui sont microscopiques. On est sur énormément d'autofinancement. Donc on a besoin de ces externalités pour que la Nizannerie puisse continuer et puis aussi pour que l'énergie continue à circuler, parce que ce sont des projets qui sont assez lourds et portés par une personne, c'est absolument impossible. Et donc on travaille aussi beaucoup sur le relais. Et c'est par ce genre de projet qu'on arrive à garder la dynamique au sein du quartier. Nous, on souhaite qu'elle reste... sur 10 ans, sur 15 ans. Là, on a déjà tenu 3 ans et demi. C'est assez... Et avec 1 ou 2 emplois, c'est ça, qui ont été créés, qui permettent aussi de... On a réussi cette année à créer un emploi, donc de gestionnaire, coordination, communication. On va en créer un second. Et on espère pouvoir en créer plus aussi au fur et à mesure. Mais on reste quand même dans un projet où il n'y a pas d'échange marchand. On est sur... l'objectif, c'est que tout le monde puisse venir et participer. Et donc, on essaie de monter un modèle économique sans argent. Voilà, sur des échanges de bons procédés. Donc, on sait qu'on est très ambitieux, mais il va falloir nous laisser le temps de mettre tout ça en place. Mais c'est vraiment notre objectif et on y tient. On n'a pas envie de vendre des choses. On a envie d'être dans le vrai échange. D'accord, mais les employés, ils sont bien payés. Les employés sont bien payés. Donc, il faut quand même un peu de subvention, un peu d'adhésion. Il faut un petit peu, mais c'est pas la base de notre fonctionnement. Et de la démarche, ok.
Vous avez parlé de construction tout à l'heure. Pof, je fais un saut. Pierre-Marie Bozek-Claverie, matière sociale, d'où part l'idée et c'est quoi le projet que tu as, plus que le projet, la réalisation que tu as entrepris? Bonjour, donc Pierre-Marie, effectivement. Donc, moi, effectivement, je viens du monde de la construction, qui est peut-être un peu moins sexy. Oui, on peut peut-être commencer par ton métier. Voilà, qui est peut-être un peu moins sexy que le potager et les plantes. Il faut de tout pour faire un monde. Mais il faut de tout pour faire un monde. Donc moi, j'ai un cursus d'ingénieur bâtiment et travaux publics. Donc un enfant du béton, on m'a appris à construire en béton. J'ai exercé en conduite de travaux sur des chantiers de construction. Et j'ai aussi fait de la maîtrise d'ouvrage immobilière, donc dans l'économie sociale et solidaire. Donc participer à la réhabilitation de logements, à la construction de maisons de retraite, de centres de rééducation, etc. Et moi, sur mes chantiers, il y avait déjà une problématique auquel j'arrivais pas à résoudre, c'était les déchets au moment de la construction. Mais il se trouve que j'avais un de mes collègues qui, lui, travaillait dans le monde de la démolition et qui m'avait fait visiter un chantier assez magnifique qui se trouvait Port de Saint-Ouen, donc 15 000 m² de bureaux, qui avait été construit en 2005. À l'époque, on était en 2014. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, ce collègue-là travaillait dans la démolition. Donc, ces 15 000 m² de bureaux, on était en train de les démolir. C'est-à-dire, les bureaux avaient duré 10 ans. Les bureaux avaient duré 10 ans. Waouh. Et image assez forte, je rentre dans le baraquement de chantier, qui en fait était un plateau de bureau qui était encore en état. Je passe la porte et de l'autre côté, je vois une dizaine de personnes qui sont en train de tout démolir et de tout détruire. Et là, moment de stupeur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a poussé à ça? Très rapidement, c'est qu'en fait, l'immeuble était vacant depuis 2 ans et son propriétaire a décidé de dire, plutôt que de payer de la communication et des frais de communication dans le vide, je préfère démolir, reconstruire, c'est du neuf, ça va trouver preneur. D'accord. De là est venue l'idée d'un projet qui aujourd'hui s'appelle Matière sociale et qui a pour vocation de détourner une partie ce qu'on appelle aujourd'hui des déchets produits au moment de la démolition ou de la réhabilitation d'un bâtiment en vue de leur réemploi, c'est-à-dire pouvoir extraire des produits qui pourront être réutilisés sur d'autres chantiers de construction. Donc ça, c'est aussi bien des matériaux, je sais pas, du parpaing, de la brique, de la pierre, que des objets finis qui peuvent peupler le bâtiment, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas du mobilier, parce que sur le mobilier, en fait, il y a des choses qui sont déjà faites, mais c'est surtout ce qui constitue un habitat, un logement ou un bureau. C'est-à-dire sa structure, comme vous l'avez dit, sur les matériaux, le parquet, le carrelage, la structure béton, la structure bois, j'espère qu'on en aura de plus en plus, mais voilà, la charpente, la couverture, et puis après tout ce qui fait l'habillage d'un bâtiment, donc ce qui est électricité, plomberie, revêtement de sol, voilà, en fait, voilà. Oui, les luminaires quand il y en a. Les luminaires, les radiateurs. Enfin, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais depuis 30 ans, tous les immeubles de bureaux sont quasiment pareils. Enfin, on visite. Il semblerait, ouais. Il semblerait qu'on construise de la même façon. Donc pourquoi on continue à jeter ce qu'on va utiliser le lendemain? Surtout que c'est des matériaux qui sont prévus pour être démontés. En fait, c'est des matériaux qu'on a conçus pour ça. Et aujourd'hui, on peut dire déjà qu'ils sont presque éco-conçus. Ils sont presque éco-conçus parce qu'on demande... Alors, on va prendre un cas très, très concret, de la cloison de bureau, donc comme on en voit partout, amovible, avec une cloison vitrée et une partie pleine en soubassement. Mais en fait, ce matériau-là, dans son cahier des charges, a été prévu pour être démonté et remonté, puisqu'on sait déjà que les agencements de bureaux vont évoluer. Ok, donc on part de ça. Mais on le détruit. 2 semaines, un artisan vient me voir et il me dit voilà, moi j'étais payé pour démonter de la cloison, je l'ai fait très bien, mais je l'ai mis dans une benne. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en fait, le propriétaire suivant, c'était pas le même que l'actuel. Donc, moi, on m'a juste demandé de déposer de la cloison. On m'a pas demandé de reposer la suivante, puisque c'était pas la même personne. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, du coup, j'ai jeté. Mais il n'y aurait pas une autre solution? Si, moi, en fait, la façon dont j'ai démonté, j'aurais pu la remonter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une sorte de flou, Ouais. On se dit... D'accord, donc c'est absurde. Oui, à l'inverse, c'est pourquoi on continue à faire ça. Et le point où moi, après, j'ai creusé aussi le sujet, c'est de dire tout ce qu'on utilise dans nos bâtiments actuellement, ce sont des ressources non renouvelables. Comme j'ai dit, moi, je suis un enfant du béton. Le béton, c'est du sable. Le sable... Aujourd'hui, on est face à une pénurie. C'est la 3e ressource la plus consommée au monde, après le pétrole et l'eau. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi on est obligé de rentrer dans cette économie linéaire, de dire je construis un bâtiment, un habitat, qui va me protéger pendant un certain nombre d'années, et tout ce que j'utilise pour me protéger, dans 30 ans, je vais le jeter. Alors que je ne pourrai plus le récupérer. Aujourd'hui, on a aussi tous ces phénomènes d'éco-conception, on construit en bois, on construit en paille, mais la ville telle qu'elle est aujourd'hui est une véritable mine de matériaux. Et on est assis dessus, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Les professionnels de la profession, quand tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils disent? On a une architecte à ta gauche qui m'a l'air de boire tes paroles, là, donc je pense qu'elle est convaincue. Alors les architectes, c'est pas les plus difficiles à convaincre, heureusement, parce qu'ils se rendent compte aussi ils se rendent compte que leur métier est en train d'évoluer, et eux, c'est aussi des gens qui se questionnent sur leur pratique, sur comment demain je vais pouvoir construire des bâtiments qui vont répondre à un usage, mais mieux construire. Après, effectivement, les entreprises de démolition et les gros acteurs du bâtiment, qui sont aujourd'hui dans la tradition et dans aussi des investissements très importants, me regardent d'un œil plutôt gentil, en me disant c'est bien, c'est un jeune homme, il est intéressant, il a des bonnes idées. Comment demain on peut essayer de massifier ces thématiques-là? Je suis en discussion avec des promoteurs, avec des acteurs de la construction, qui aussi attendent de voir si demain ça peut fonctionner et quel impact ça peut avoir. Aujourd'hui, dans le monde de la démolition, un chantier, c'est des tonnes de déchets. Si moi, demain, je ne suis pas capable de dire je valorise 10-15 tonnes de déchets sur votre chantier, ça ne les intéresse pas. 300 kg, 200 kg, pour eux, c'est des tout petits chiffres, ça ne les intéresse pas. Mais voilà, comment réussir à avoir un impact suffisant pour se rendre compte qu'on a quelque chose qui a de la valeur. On n'est plus sur un déchet, on est sur un produit de seconde main. On redonne de la valeur aussi économique à quelque chose qui aujourd'hui coûte de l'argent. D'accord. Dans tous les projets, c'est d'ailleurs le titre de la thématique, la transition au coin de la rue, on voit que l'émergence par le micro, c'est à l'échelle d'un individu, mais je dirais presque comme n'importe quelle idée ou n'importe quelle entreprise qui germe. J'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement la même vision des choses, peut-être par nécessité même, pour ce qui est du futur. C'est-à-dire la nisannerie, de toute façon, par essence, ça doit rester dans le quartier. Le jardinage, je ne sais pas comment tu vois les choses. Enfin, c'est quoi votre rapport au fait de grandir à un moment donné et d'avoir, de faire bouger les lignes davantage, d'être plus lourd, entre guillemets, enfin quand je dis plus lourd, au bon sens du terme? Est-ce qu'il y a la volonté, par exemple, de rester micro ou pas? Je pense que c'est un aller-retour, en fait. Il y a ces projets micro qui, après, déjà diffusent. C'est-à-dire que nous, on le fait une fois à un endroit précis, la Nisannerie, rue Paul-Nizan, sur l'île de Nantes. Mais il y a plein de... Enfin, grâce aussi à Internet et tout ça, c'est des initiatives qui sont diffusées. Et on a des gens de Liverpool qui sont venus voir ce qui se passait à la Nisannerie et qui sont en train de mener des choses là-bas. Pareil à Bruxelles, pareil au Canada. Enfin, on voit que ça bouge et que en fait, l'intérêt de ce genre de projet, c'est de montrer l'idée, de la tester et de la faire, parce que c'est ça qu'on nous demande en fait. Quand on raconte que ce soit aux promoteurs, que ce soit même aux institutions, où on leur dit voilà, on a ça comme idée, ils nous disent ok, ben faites-le, et puis on verra après si ça marche ou pas. Donc on est obligé de le faire, et bien sûr, on ne peut pas le faire à grosse échelle. On est des petits gens qui ont des bonnes idées et qui ont très envie, mais on ne peut pas le faire à grande échelle. On a à peine 30 ans, voilà, on n'a pas d'argent, enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais mine de rien. Et donc, notre manière d'intervenir quand même, c'est de le faire au niveau micro et de le diffuser et de le réutiliser dans plein d'autres projets aussi. Par exemple, pour le cas de la Nisannerie, donc c'est un projet à l'échelle d'une rue, donc c'est 500 mètres. Nous, on l'a aussi proposé à la ville de Saint-Herblain à l'échelle d'un quartier. Saint-Herblain, qui est une ville voisine. Qui est une ville voisine de Nantes. Et puis, on l'a proposé aussi à Brest. Enfin, ça commence. Grâce à ces projets, on crée des méthodologies aussi. Nous, on se professionnalise aussi. On invente des nouveaux métiers pour répondre à des nouvelles questions. Parce que, mine de rien, on nous regarde un petit peu, comme tu dis, comme des gentils, etc. Mais on nous pose aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, des questions auxquelles personne n'a jamais répondu, qui n'ont finalement rarement été posées, et des questions inédites, justement, de transition.
on nous demande de les traiter. Et donc nous, c'est notre manière d'y arriver, parce qu'on nous demande de les traiter sans particulièrement nous accompagner fortement dans ce qu'on fait. Donc je pense que c'est la manière dont on a trouvé de faire quand même et de ne pas attendre, parce qu'on sent qu'il y a une urgence à vraiment changer des choses et des pratiques et en effet à grande échelle. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait à l'échelle micro, personne ne nous écoutera. Donc on le fait à l'échelle micro. Donc oui, ce besoin aussi de fournir presque les décideurs en piste et en chemin possible. On nous demande, Yann, on nous demande en fait de faire nos preuves en quelque sorte, de prouver que l'idée qu'on a poussée et poussée par la suite, qu'elle est viable, qu'elle est duplicable. Et au final, la Nizannerie, ça a beau être un projet hyper local, des rues à Nantes, il y en a une tripotée. Et dans les autres villes aussi, au final. Donc du coup, pourquoi ne pas imaginer que d'autres collectifs prennent le relais, s'en inspirent, effectivement. La tricyclerie ou matière sociale, c'est le même principe. Des bâtiments à déconstruire, il y en a partout. Des déchets organiques dans les restaurants, il y en a partout. Des espaces verts dans les entreprises, il y en a partout. Donc du coup, c'est duplicable et c'est ça qu'il faut voir. Par contre, effectivement, du fait de la nouveauté de ces idées, c'est compliqué pour les décideurs d'embrayer directement le pas, en fait. Là, je le vois, on parlait tout à l'heure de la promotion immobilière. C'est quelque chose qui commence à effleurer l'esprit, on commence à y réfléchir de plus ou moins près, de près ou de loin. Maintenant, de là à franchir le pas et d'installer un jardin et de le pérenniser avant même qu'il soit commencé sur 3 ou 4 ans, parce qu'il faudra ce temps-là pour que les habitants se l'approprient, on l'a vu auprès de la Nizannerie, pour qu'ils soient capables de s'autonomiser sur ce projet, il aura fallu au moins 3 ans. Donc du coup, c'est un peu pareil partout. Cette appropriation, autant par les citoyens que par les pouvoirs financiers ou les collectivités, elle se fait après que nous, on n'ait pas nécessairement payé les pots cassés, mais qu'on en soit passé par au moins essuyer les plâtres pour rester pour filer la métaphore de la déconstruction. Colline. Oui, je reviens un peu sur ce que tu disais par rapport à le fait qu'on expérimente ou qu'on soit à petite échelle. Avant même de voir grand et de vouloir se dupliquer, même nous, je pense qu'avant même de faire nos projets, on est inspiré par ce qui se fait ailleurs. Déjà rien que l'initiative de la tricyclerie, moi j'ai vu ça développé dans plein de villes aux États-Unis, mais sans y être allé, mais en l'ayant vu en fouillant. Et du coup, avant déjà nous d'expérimenter, on s'inspire d'ailleurs. Et après, mine de rien, on est quand même un peu regardé ou observé par les plus gros, je dirais, et qui sont curieux de savoir ce qu'on fait, même si on est vu comme des petits bidouilleurs ou je ne sais trop quoi. En tout cas, on est quand même finalement un peu sollicité. Et du coup, je pense que c'est par ce biais d'actions qui soient locales et qui inspirent d'autres territoires. Et c'est surtout après ne pas vouloir vraiment dupliquer, mais plutôt adapter à son territoire qui est intéressant. Quand je vois que des villes, par exemple, comme Grenoble ou Nice nous ont contactés, mais par exemple, la topographie de la ville est un peu plus vallonnée que chez nous. Le triporteur à Grenoble, il faut avoir de bons mollets. Voilà, après, c'est la question de s'approprier le projet à d'autres territoires et d'autres espaces et trouver des solutions plus collectives plutôt que de vouloir tout de suite voir à grande échelle et vouloir le faire ailleurs. Déjà, nous, le pérenniser localement, quoi. Ok, c'est sur cette expression des bidouilleurs du coin de la rue que je vais vous proposer qu'on conclue. Bravo pour vos 4 projets, bon vent à eux. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain, désormais, demain matin ou midi, je ne sais plus. Demain 11h50, voilà, c'est très précis. Voilà. Bonne journée à tous, merci encore, à bientôt. Merci.